Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable métamorphose. Le Grand Montréal est en train de changer de visage sous nos yeux, propulsé par l'arrivée du nouveau système de train léger, le fameux REM. C'est pas juste un petit ajout, c'est un projet d'une envergure historique qui est littéralement en train de redessiner la carte de la ville. Mais pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord jeter un œil aux chiffres magiques. 7,95 milliards de dollars. Ce budget faramineux donne tout de suite la mesure de l'ambition de ce méga-projet d'infrastructure. Et bien sûr, ça met en lumière toute la complexité financière de bâtir ça dans notre contexte économique actuel. En gros, on parle d'un réseau de trains 100% automatisé, qui s'étire sur 67 km. Ce n'est pas rien, ça vient pratiquement doubler l'offre de transport en commun de la métropole. Ça change complètement la donne pour les habitudes de vie et pour l'économie locale. Et ça nous amène directement à la question à 1 million, ou plutôt à plusieurs milliards de dollars. Concrètement, en termes de valeur immobilière et de qualité de vie, ça vaut combien d'habiter juste à côté d'une de ces nouvelles gares? Au programme aujourd'hui, on fait le tour de la question. On va regarder le méga-projet en tant que tel, la révolution des déplacements, l'impact direct sur les maisons, des cas bien précis comme Brossard et Pierrefonds, pour ensuite terminer avec le vrai coût de cette transformation. On commence. Première étape, le méga-projet du siècle. Le REM en quelques chiffres, c'est pas moins de 26 stations. Les premiers segments sont ouverts depuis 2023 et, fait super intéressant, on compte déjà 37 000 passagers par jour de semaine et ce, juste sur la branche de la Rive-Sud. Bon, évidemment, un chantier colossal pendant une pandémie, ça vient avec son lot de maux de tête. Les coûts ont d'ailleurs bondi de 26 par rapport aux estimations initiales, surtout à cause de l'inflation et des problèmes d'approvisionnement mondiaux. Ce qui nous amène au point numéro 2, la révolution des déplacements. Si on regarde ce tableau, c'est vraiment là qu'on comprend la nouvelle réalité des navetteurs. Des banlieues qui étaient historiquement super éloignées du centre-ville sont maintenant à quelques minutes de trajet. Partir de Brossard et arriver à la gare centrale en 19 minutes top chrono, c'est fou. Du côté de Saint-Laurent, à la future station Bois-Franc, on parle de 16 minutes et à peine 14 minutes depuis la station du Ruisseau. Les distances fondent à vue d'œil. Le contraste est vraiment frappant. Fini le stress de rester coincé pendant des heures sur l'autoroute 40 ou sur le pont Champlain. La nouvelle norme, c'est un trajet ultra prévisible, rapide et avec le Wi-Fi en prime. D'ailleurs, une statistique qui en dit long, plus de 60 des usagers actuels avaient accès à un stationnement privé au travail avant. Ça veut dire qu'ils ont délibérément choisi de laisser leur voiture dans l'entrée pour prendre le train. C'est un vrai changement de mentalité. Troisième partie, le fameux impact sur l'immobilier. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut retenir un acronyme, TOD, pour Développement axé sur les transports en commun. L'idée est brillante. On concentre des immeubles à haute densité, des bureaux et des commerces juste à côté des gares. Et, selon les chercheurs, c'est exactement là, dans ces zones périphériques autrefois peu denses, qu'on retrouve le plus grand potentiel de valorisation immobilière. D'ailleurs, si on analyse les prix, on observe une espèce de prime de transport. Au centre-ville, près de McGill, le prix médian est hyper élevé, dépassant les 836 000 $. Mais quand on s'éloigne vers des arrêts comme du Ruisseau à environ 561 000 $ ou Sunnybrook à 465 000 $, ces secteurs-là deviennent incroyablement séduisants. C'est l'alternative parfaite pour ceux qui veulent l'accessibilité du centre-ville sans nécessairement payer le prix du centre-ville. Mais attention, il y a une mécanique financière derrière tout ça. Pour les nouvelles constructions près des gares, les promoteurs doivent payer une taxe de développement de 10 $ du pied carré. Concrètement, les analystes voient que ça ajoute une prime d'environ 6 sur le prix final des logements. Donc, une partie de la facture de cette grande infrastructure est directement assumée par le marché immobilier local. Quatrième point, direction la Rive-Sud avec Brossard, l'épicentre du boom. La métamorphose là-bas donne le vertige. Pour donner une idée, la valeur de certains terrains commerciaux autour du quartier d'Islande est passée d'un petit 7,5 millions à une évaluation d'environ 1 milliard de dollars. C'est poussé par des développements gigantesques comme le Solar Unicartier, un projet évalué à 1,3 milliard, ou les nouveaux condos de luxe Palma. C'est simple, on assiste à la création de véritables petites villes directement autour des stations. Cinquième partie. On se déplace vers l'ouest. Pierrefonds, qu'on pourrait appeler le nouvel Eldorado. Historiquement, Pierrefonds, on va se le dire, c'était vu comme étant très joli, mais beaucoup trop isolé pour travailler en ville. Plus maintenant. Avec le train, c'est rendu à seulement 35 minutes de la gare centrale. Le résultat sur le marché est direct. Le prix médian des maisons unifamiliales frôle maintenant les 595 000 $ avec une belle progression de 6 %. L'éloignement géographique, c'est carrément devenu un atout de choix.
Et c'est là que le jeu de l'anticipation commence. Comme l'explique le courtier Denis Lupien, la simple idée que le train arrive, ça crée un pic de demande énorme. On parle d'une fenêtre stratégique hyper importante d'ici 2026. Les acheteurs cherchent absolument à s'installer et à verrouiller leurs prix maintenant, avant que le réseau ne roule à 100% et que les prix ne fassent un autre bond. Mais il n'y a pas que les citoyens qui font des réserves foncières. La Ville de Montréal vient tout juste d'acheter un gros terrain de plus de 19 500 pieds carrés à Pierrefonds-Roxborough, à exactement 1 minute de marche d'une future gare. Le but est clair, changer le zonage actuel pour densifier le milieu de vie. C'est un processus complexe qui demande souvent de décontaminer les sols, mais l'objectif est de vraiment maximiser le potentiel de logement autour du réseau. Dernière section, et c'est super important, on regarde le véritable coût de toute cette transformation. Le bilan global, il faut le regarder de façon neutre et nuancée. D'un bord, c'est un énorme succès. On a un taux de satisfaction de 79% chez les usagers et on sauve 3,5 tonnes de CO2 par jour juste sur le segment de la Rive-Sud. C'est génial pour l'environnement. Mais de l'autre bord, ces beaux avantages arrivent avec des dépensements de coûts qui se comptent en milliards. Et ça soulève aussi de vraies inquiétudes pour les ménages à revenus modestes qui font face à la hausse rapide des loyers et au risque de gentrification tout près de ces nouvelles gares. Alors, pendant que ce méga-projet d'envergure internationale est en train de modifier de façon permanente la géographie et l'économie du Grand Montréal, les anciennes limites de la banlieue volent littéralement en éclats. Avec des temps de trajet aussi rapides, ça amène une grosse réflexion. Comment tous ces bouleversements vont-ils redéfinir l'accès à la propriété pour les prochaines générations? Le REM redessine la ville, mais au final, on doit se demander qui fera véritablement partie de ce grand voyage.